Vous nous avez posé des questions à son sujet et nous entendons tous assez régulièrement parler de lui. Je vous parle aujourd'hui de Molière. Mais qui était-il? Quelle a été sa vie et pourquoi son œuvre a-t-elle ainsi marqué la prospérité? Le sujet étant vaste, il fera l'objet de 2 vidéos dont voici la première et dont la seconde sortira la semaine prochaine. De sa naissance jusqu'à sa célèbre mort, paraît-il, sur scène, comment a vécu Molière? Pour en savoir plus, restez avec moi, on va en parler. Jean-Baptiste Poquelin naît le 13 janvier 1622 à Paris. Sa mère, Marie Cressé, fille de tapissier, est l'épouse de Jean Poquelin, marchand tapissier de son état. Celui-ci obtient de son frère en 1631 la charge de tapissier ordinaire de la maison du roi. Les tapissiers du roi, qui étaient 8 en tout, étaient chargés 2 par 2 d'aider les valets de chambre notamment à faire le lit du roi. Pendant leur service de 3 mois, ils avaient en garde les meubles des châteaux où séjournait la cour, et fabriquaient eux-mêmes les meubles destinés au roi. Jean Poquelin, quelques années après avoir obtenu cette charge, prit soin d'en assurer la survivance pour son fils aîné. L'enfance de Jean-Baptiste semble relativement heureuse. Bien qu'il soit bègue, il vit dans des conditions confortables et un avenir paisible s'annonce à lui. À 11 ans, il est inscrit à l'école paroissiale, il a 2 frères et une sœur, tous plus jeunes que lui. C'est en cette année 1632 que Marie Cressé meurt à 32 ans, probablement épuisée par 6 grossesses successives en 11 années de mariage. La famille déménage et Jean Poquelin se remarie en 1633 avec Catherine Fleurette. Celle-ci ne vivra malheureusement pas longtemps puisqu'après avoir fait 2 filles, elle meurt en couche en 1636. Jean-Baptiste ayant appris à lire, à écrire et à compter à l'école paroissiale, le voici dans la boutique de son père, prêt à apprendre sa suite un jour. Lorsque son grand-père, Louis Cressé, est à proximité, il emmène son petit-fils en ville, pour y voir au théâtre la troupe royale ou pour l'amener sur le Pont-Neuf. Véritable fourmilière, le Pont-Neuf est un lieu de plaisir, de rencontres et de représentation. Jean-Baptiste et son père vont donc voir des pièces à l'Hôtel de Bourgogne, au Théâtre du Marais, et découvrent au Pont-Neuf une forme atypique. Un médecin, Christophe Contugui, vend sur des tréteaux, à l'aide de saltimbanques, un médicament nommé Orvietan. Parmi eux, un certain Sganarelle. À 14 ans, Jean-Baptiste annonce à son père qu'il ne souhaite pas être tapissier et qu'il souhaite donc reprendre ses études. Bien que son père soit peu enthousiaste, Jean-Baptiste est donc inscrit au collège de Clermont, qui deviendra plus tard le lycée Louis-le-Grand. Dirigé par la Compagnie de Jésus, cet établissement offre un enseignement extrêmement large, passant par l'histoire, la littérature ancienne, la philosophie, la physique, la chimie, le latin, le grec, la danse, l'épée et j'en passe. Il y fait quelques rencontres, et notamment celle de Savinien Cyrano de Bergerac, ou encore celle de Claude Chapelle, qui resteront ses amis. Il fréquente à l'école, probablement de très loin, le prince de Conti, de 7 ans son cadet, et continue, à l'extérieur, d'aller au théâtre du Marais et à l'hôtel de Bourgogne. En côtoyant les loges des théâtres, il y fait la rencontre de Madeleine Béjart, jeune comédienne d'un immense talent. Durant les mêmes années, et grâce à ses liens avec Claude-Emmanuel Chapelle, il assiste avec quelques autres élèves à des cours particuliers auprès de Pierre Gassendi, un érudit des mathématiques, de l'astronomie et de la philosophie. Novateur né, il vénère la clarté et la simplicité de pensée. Il enseigne à ses élèves l'amour du raisonnement net et précis, la haine de la scolastique, le respect de l'expérience et le mépris pour le toc et le clinquant. Jean-Baptiste sera profondément marqué par cet enseignement. Une fois le collège terminé, il semble que Jean-Baptiste soit parti pour Orléans pour obtenir une licence de droit, vraisemblablement vers 1641. L'année suivante, en 1642, Louis XIII et Richelieu partent dans le sud pour faire la guerre aux Espagnols et reprendre la province de Roussillon. Jean Poquelin, le père, ne peut se rendre sur place pour accompagner le roi et remplir ainsi son office de tapissier ordinaire de la chambre du roi. Il envoie donc à la place son fils aîné pour le remplacer durant les mois d'avril, de mai et de juin. Jean-Baptiste s'exécute, mais en rentrant à Paris, après avoir passé du temps avec Madeleine Béjart, il commence à se produire dans des troupes amateurs.
En 1643, Jean-Baptiste annonce que son métier est choisi. Il ne sera ni tapissier ni avocat, mais acteur. La nouvelle n'est pas reçue très favorablement, son père tente de l'en dissuader, puis c'est un curé qui s'attelle à la tâche. Georges Pinel, ami de la famille, tente à son tour de lui parler, mais finit par se ranger de son côté et par aider à convaincre son père. Son entremise sera régulièrement nécessaire par la suite pour assurer le lien, notamment financier, entre Jean-Baptiste et son père. Celui-ci, finalement résigné, accorde à son fils une partie de son héritage maternel, 630 livres sur les 5000 qui lui revenaient, avant que celui-ci ne quitte le domicile paternel pour aller chez les Béjart. Cette famille de comédiens, comptant 10 enfants, l'accueille sous son toit. Le 30 juin 1643, un document officiel annonce la création de l'Illustre Théâtre, compagnie de 10 personnes financée par Jean-Baptiste Poquelin, Madeleine Béjart et sa mère, Marie Hervé, convaincue du projet. Les enfants de la famille, comme ils se nomment eux-mêmes, comptent dans leur rang les 3 aînés de la famille Béjart. C'est à cette époque que Jean-Baptiste Poquelin choisit le nom de Molière qu'il ne quittera plus jamais. Les pistes quant à la raison du choix de ce nom sont nombreuses et lui-même n'en a jamais confirmé aucune à ses proches. La plus probable des hypothèses serait un hommage à François Molière d'Essertines, un auteur et libertin notoire assassiné en 1624 et dont l'un des romans utilise des noms qui seront plus tard réutilisés par Molière dans ses pièces. C'est le cas par exemple d'Alceste ou d'Oronte. L'aventure de l'Illustre Théâtre semble bien mal engagée. Appelés bande de locteux par les acteurs de l'Hôtel de Bourgogne, ils doivent tenter de s'imposer dans un Paris ne comportant que 2 théâtres et donc seulement 2 troupes d'importance. Pour jouer, ils passent un accord avec Gallois du Métayer, qui leur loue une salle de jeu de paume après avoir signé un accord pour travaux pour faire installer une scène. Pendant ces travaux, la troupe s'en va à la foire de Rouen en charrette, accompagnée de 4 musiciens. Après avoir rencontré un succès très moyen, ils rentrent à Paris, font installer un pavage devant leur salle et se préparent à jouer leur première pièce. Le théâtre ouvre en 1644 avec une tragédie qui fait un échec monumental. Pendant les 8 premiers mois de son existence, cependant, la troupe s'en sort plutôt bien. Le théâtre du Marais ayant brûlé, et ses comédiens étant partis jouer en province, le public répond à l'appel, jusqu'à la reconstruction du théâtre du Marais et le retour de la troupe en ville. À partir de cet instant, le public déserte les lieux et malgré la meilleure volonté déployée par les acteurs de la troupe, tout s'annonce mal. Madeleine, excellente actrice, demande et obtient pour la troupe la protection de son ancien amant, le comte de Modène, à qui elle a donné une fille en 1639. Pour répondre à cet honneur, Molière crée des ballets, qui ne rencontrent malheureusement aucun succès auprès du public. Après avoir tenté plusieurs fois de renouveler le répertoire de la compagnie et malgré l'immense talent de Madeleine, rien ne fonctionne et l'argent commence à manquer. Jean Poquelin est appelé à la rescousse et aide financièrement son fils, puis la troupe finit par déménager pour une salle nommée la Croix-Noire. Mais les dettes sont trop importantes et Molière, le responsable, est envoyé en prison. Jean Poquelin est à nouveau sollicité et aide comme il le peut, mais c'est Léonard Aubry, le paveur de la première salle de spectacle, qui permet la libération définitive de Molière. Son fils est fiancé à Geneviève Béjart, la sœur de Madeleine. La troupe lui promet bien entendu de le rembourser au fur et à mesure de ses capacités. Molière trouve l'appui du duc de Lorraine, Henri de Guise, qui fait don à la compagnie de sa garde-robe pour costumer les comédiens. Mais c'est inutile et la troupe, au bord du désespoir, doit encore une fois déménager à la Croix-Blanche cette fois-ci. Ce dernier déménagement ne solutionne rien. Après une longue agonie et après avoir tout vendu, l'Illustre Théâtre cesse d'exister en mars 1645. Les débris de la troupe de l'Illustre Théâtre sont récupérés par Charles Dufresne, directeur de la troupe du duc d'Épernon. Très vraisemblablement, Molière et quelques autres partent avec cette troupe à l'été 1646. L'année suivante, Molière connaît un premier succès à Bordeaux où ils sont engagés pour plusieurs représentations par le duc d'Épernon. Il y rencontre aussi un échec avec sa Thébaïde. La troupe de Charles Dufresne sera rejointe par le reste de l'Illustre Théâtre vers 1648. Vers 1650, Dufresne cède la direction de la compagnie à Molière, qu'il a co-dirigé déjà probablement depuis un certain temps. Sur les routes, en province, ils vont jouer à Angoulême, à Agen, à Toulouse, à Narbonne, et finissent l'année à Pézenas où ils rencontrent un succès important. En 1651, après un emprunt de 1600 livres fait à son père pour rembourser ses créanciers parisiens, Molière repart avec sa troupe et commence à écrire des farces.
Les pièces plaisent à la troupe et sont donc inscrites au répertoire. Elles rencontrent du succès auprès du public, et notamment Molière dans le rôle de Sganarelle. Ce rôle pourrait être l'héritage d'un apprentissage auprès de Tiberio Fiorelli, l'interprète de Scaramouche pendant la création de l'illustre théâtre. Personnage inventé par Molière, Sganarelle s'inscrit dans la continuité des personnages de la Commedia dell'arte et apparaît plusieurs fois dans les œuvres de son auteur. La troupe arrive donc en 1652 à Lyon, en transportant dans sa caravane qui n'est plus si miséreuse, une pièce nommée L'étourdi ou le contretemps, ainsi que Menou. Menou, de son vrai nom Armande Béjart, est une petite fille de 10 ans. Madeleine l'impose dans la troupe en expliquant qu'il s'agit d'une petite sœur qui vivait dans une retraite lointaine et qui, l'ayant quittée, peut désormais vivre avec eux. La troupe s'enrichit encore à Lyon de 3 autres personnes d'importance pour le futur de la compagnie. Tout d'abord, Madame de Brie, merveilleuse actrice, ainsi que son mari, Bretteur, les rejoignent suite à la dissolution de leur troupe. Peu après, Molière tombe sous le charme d'une comédienne en représentation sur les tréteaux d'un marchand d'Orviétan et qui rêve d'être tragédienne. Molière embauche la jeune femme qui répond au nom de Thérèse Marquise. Celle-ci joue dans L'étourdi ou les contretemps qui est représenté en janvier 1653 et qui connaît un triomphe total. Cette année marque d'ailleurs une suite d'événements importants. Les comédiens quittent Lyon peu après les événements de la Fronde. La régence est assurée par le cardinal de Mazarin et Anne d'Autriche pour le très jeune monarque Louis XIV. Les comédiens partent pour le Languedoc où se trouve le prince de Conti. Pour divertir sa maîtresse, le prince demande à Monsieur de Cosnac, son plus proche subordonné, de trouver des divertissements. Celui-ci fait venir Molière qui répond immédiatement à l'appel. Une troupe ambulante que personne n'a invitée arrive avant lui et le prince de Conti s'en satisfait. Il laisse donc de Cosnac expliquer à Molière à son arrivée que ses services ne seront finalement pas nécessaires. Molière demande 1000 livres de dédommagement, il a tout quitté pour venir et a perdu beaucoup d'argent. Le prince refuse d'en entendre parler et de Cosnac préfère donc lui remettre de l'argent tiré de sa propre poche. Confus, il lui propose de tout organiser pour permettre à sa troupe de se produire à Pézenas. Molière accepte et la troupe stupéfie son public avec l'étourdi. Mais le succès de l'événement vient aux oreilles du prince de Conti et le fait changer d'avis. Il rappelle les comédiens qui lui montrent l'étourdi et qui surtout trouvent suffisamment de soutien parmi les proches du prince pour que celui-ci congédie l'autre troupe et attache celle de Molière à sa maison. Il leur accorde l'appellation de troupe de la cour du prince Armand Bourbon de Conti, droit joint d'une pension régulière. Les représentations se poursuivent, s'enchaînent, se diffusent, et Molière et sa troupe vivent convenablement. Le prince part accompagné de la troupe en 1653 pour se marier, et Molière et sa troupe s'arrêtent à Lyon pour jouer. En décembre, les États généraux du royaume se rassemblent. Il s'agit d'une assemblée réunissant la noblesse, le clergé et le tiers-état, convoqués par le roi dans certaines circonstances exceptionnelles. L'événement a lieu à Montpellier et Molière et sa troupe qui y apparaissent sont couronnés de succès pour un divertissement ballet. En 1655, le prince de Conti les rappelle à Pézenas où se tiennent à nouveau les États généraux du royaume. Ces quelques mois à Pézenas furent extrêmement rentables pour la troupe puisque 6000 livres furent versés à la compagnie par la caisse des États du Languedoc. Selon certaines sources, il se lie d'amitié à cette époque-là avec Maître Gély, un barbier local dont l'établissement brasse énormément de monde. Molière y aurait ainsi passé des heures sous prétexte de tenir la caisse, en notant ce qui se disait d'intéressant dans la boutique. Tout en continuant leur vie d'itinérance et après être passés par Narbonne et Lyon, Molière et sa troupe se retrouvent au printemps 1656 à Béziers, où se tiennent les états généraux de l'année. Il y présente sa nouvelle pièce, Le Dépit amoureux. Il s'agit d'une réussite qui rencontre à nouveau le succès, à Lyon, à Orange, à Nîmes ou encore à Avignon. À Avignon toujours, Molière retrouve Claude-Emmanuel Chapelle, son ami d'enfance, et fait la rencontre de Pierre Mignard, un peintre, qui restera son ami tout au long de leur vie. À l'hiver 1657, la troupe s'en va pour rejoindre son protecteur, le prince de Conti. Celui-ci s'est cependant métamorphosé au contact d'un évêque assidu, et sa passion pour le théâtre a été dévorée par sa dévotion. Il retire à la troupe sa protection. La troupe, en recherche d'un nouveau protecteur, continue son itinérance. En 1658, il passe par Grenoble, Lyon ou encore Rouen. Molière rencontre Corneille, dont il joue les pièces depuis longtemps, et s'entend à merveille avec lui.
La troupe se retrouve finalement à Paris où Molière va être présenté à son Altesse Royale le prince Philippe d'Orléans, 18 ans à cette époque. Une représentation est organisée devant toute la cour, dont le roi et les acteurs de la troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne. La troupe se produit avec Nicomède, une pièce de Corneille qui est un échec absolu. À la fin de la pièce, Molière négocie dans un discours le droit de jouer une courte farce. Le roi acquiesce, et les acteurs se pressent pour mettre en place le décor du Docteur amoureux, pièce de Molière. C'est un triomphe. Molière et ses acteurs deviennent la troupe de Monsieur, frère du roi, et obtiennent l'autorisation de jouer dans la salle du Petit Bourbon. Ils devront jouer en alternance avec l'autre compagnie présente dans les lieux, celle des Italiens, dirigée par Tiberio Fiorelli, son ancien maître interprète de Scaramouche. Il lui reverse au passage la pension de 1500 livres accordée par le roi comme loyer et pour pouvoir profiter de leur matériel. L'amitié entre Molière et Tiberio Fiorelli restera solide. Cette même année 1658, Molière se réconcilie définitivement avec son père. Les représentations au Petit Bourbon commencent le 2 novembre 1658 avec Héraclius de Corneille. Les représentations alternent entre des comédies et des tragédies. Les réactions sont très mitigées. Lorsque la troupe présente des tragédies, c'est un échec complet. À plusieurs reprises dans sa vie de tragédien, Molière reçoit sur scène des fruits lancés par le public. En revanche, les comédies et les farces sont un immense succès. Cette différence de perception par le public s'explique notamment par le jeu développé par Molière au sein de sa troupe. Il utilise un système novateur. Jouer ne consiste plus à déclamer des vers, mais à les dire d'une façon naturelle et entièrement justifiée de l'intérieur. Comme Molière est assez unanimement un très mauvais acteur tragique, ce système ne prend pas dans la tragédie et laisse le public perplexe. En revanche, il fonctionne très bien sur la comédie et sur la farce qu'il renouvelle complètement. Des premières rumeurs commencent à courir disant que Molière s'inspire, voire vole leur travail à d'autres auteurs. Le Dépit amoureux aurait ainsi par exemple trouvé son origine dans 4 pièces, 2 italiennes, une antique et une espagnole. On ne peut pas nier que Molière connaît très bien la bibliographie de son époque et qu'il ait tendance à s'appuyer sur des pièces, voire à les réécrire. En 1659, la troupe évolue. 3 de ses membres la quittent, dont Madame de Brie et son mari. Joseph Béjart, qui a suivi Molière depuis ses tout débuts, meurt, tandis qu'arrive dans la compagnie Lagrange qui joue les premiers amants. Celui-ci commence dès ses premiers jours la rédaction d'un registre, où il consignera tous les événements liés à la troupe ou aux acteurs. Au fil des années, Lagrange deviendra le bras droit de Molière. Le 18 novembre 1659, Molière joue Cinna et sa nouvelle comédie en un acte, Les Précieuses Ridicules. Celle-ci conte l'histoire de 2 femmes ayant renvoyé leur fiancé. Les 2 hommes, pour se venger, ont déguisé leurs valets en marquis et les envoient chez les 2 femmes qui les accueillent à bras ouverts. La pièce se moque ouvertement de la société parisienne. Surtout, elle se moque ouvertement du salon de la marquise de Rambouillet, haut lieu de la société française qui réunit à cette époque la fine fleur de la société durant des réceptions. Les dames qui s'y côtoient se nomment ma précieuse, et la recherche du raffinement dans ces salons devient de plus en plus absurde. On peut par exemple y entendre un miroir être renommé le conseiller des grâces. Ce salon est animé par la marquise Catherine de Rambouillet, ainsi que par Madeleine de Scudéry, sœur du dramaturge Georges de Scudéry. Or, les 2 personnages des Précieuses Ridicules s'appellent Catos et Madelon. En sortant de la salle, le public est en rage. Le 19 novembre, soit le lendemain de la première, les Précieuses Ridicules sont interdites à la représentation, sans que nous ne sachions qui est à l'origine de cette démarche. Molière envoie la pièce au roi pour examen. Pendant ce temps, il remanie la pièce en supprimant certains passages et surtout en retravaillant la scène d'exposition qui faisait des 2 femmes des Parisiennes. Elles sont maintenant provinciales. Il laisse entendre que l'aval du roi pour jouer ne saurait tarder, et tout le monde s'interroge sur cette pièce interdite. Un libraire de Luynes vient le voir pour lui demander l'autorisation de publier son manuscrit, et 2 semaines après, l'interdiction de représentation est levée. Le 2 décembre, la pièce est de nouveau donnée, fort lucrativement, tandis que le libraire de Luynes parvient à faire publier l'œuvre, préfacée par Molière, pénitent. Cette même année, Molière commence à s'intéresser de très près à Armande Béjart. Elle a 16 ans, il en a 38. Écrivant désormais couramment des pièces, il présente le 28 mai 1660 Sganarelle ou le cocu imaginaire. Pendant la première, un bourgeois du parterre pense se reconnaître et fait scandale.
Molière s'attire avec cette pièce de nouveaux ennemis parmi les bons bourgeois des quartiers commerçants. Quelque temps après, il reçoit une note d'un certain Neuf Villeneuve qui l'informe d'avoir vu la pièce 6 fois, avoir mémorisé son texte et annonce sa publication imminente à noter de ses propres commentaires sur chaque scène. L'année continue de s'écouler de succès en succès, une représentation des Précieuses ridicules devant le roi qui approuve marquant le point culminant de l'été. Ce même été, le frère cadet de Molière meurt et celui-ci récupère la charge de tapissier ordinaire de la chambre du roi. Molière s'acquittera de cette charge et sera nommé grâce à elle ordonnateur des fêtes de la cour. Le vendredi 11 octobre 1660, Ratabon, inspecteur général des bâtiments du roi, arrive sans préavis pour détruire le Petit Bourbon. Les comédiens se retrouvent sans lieu et font donc appel aux frères du roi qui, avec ce dernier, prennent la décision de donner à la troupe le théâtre du Palais Royal. Il s'agit d'un héritage de Richelieu qui, en construisant son palais cardinal, construit en même temps 2 théâtres privés. Après sa mort, le bâtiment devient le Palais Royal et cesse toute activité durant la Fronde où il sert de résidence à Louis XIV. Molière en hérite donc sur décision royale qui outrepasse le monopole. Il n'y aura plus une troupe royale, mais 2. Problème, la salle est en ruine. Ratabon, qui subit une discussion avec le roi pour avoir été un peu rapide dans ses décisions, est chargé de reconstruire le palais royal en même temps qu'il détruit le Petit Bourbon. Il s'agit donc de l'ouverture du 3e théâtre parisien après des générations de monopole. Il ressemble d'ailleurs davantage à une salle de jeux de paume qu'à un théâtre à l'italienne, et il est équipé de machines qui deviendront plus tard des machines d'opéra. Molière emporte de son théâtre du Petit Bourbon l'ameublement des loges d'acteurs ainsi que 2 galeries de loges complètes. Le registre de Lagrange nous apprend que pendant le déménagement et la reconstruction, les acteurs de Molière sont approchés par d'autres troupes. Mais face à l'inquiétude de Molière, ils finissent par le confronter pour le rassurer. Ils ne le quitteront pas. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si la suite de la vie de Molière vous intéresse, alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e partie de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à partager celle-ci et n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et je vous dis à très vite.